J'ai allumé. C'est tout bon. Ça y est, maintenant je commence à savoir. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants, comme vous le savez, a choisi de consacrer tout un cycle d'audition à la protection des mineurs. Après avoir entendu les représentants des professionnels de santé, des enseignants et des assistants sociaux sur la question du repérage, nous avons souhaité vous entendre, mesdames et messieurs avocats, sur le volet prise en charge des mineurs. Alors nous accueillons aujourd'hui madame Lucille Berthier et madame Alexandre, monsieur, maître. Pourquoi oui, il m'a écrit maître, c'est pour ça en fait, madame, maître. Mais c'est là, bon, bref. Donc, je vais le faire mieux. Maître Lucille Berthier et maître Alexandre Silva du cabinet Lab Avocat, maître Arnaud de Saint-Rémy, président du groupe de travail droits de l'enfant, et Mona Laroussi, chargée de mission affaires publiques du Conseil national des barreaux, maître Carole Sully et maître Elisabeth Audoua, responsable de la commission mineure du syndicat des avocats de France. J'espère ne pas avoir écorché certains noms et je m'en excuse par avance. Donc effectivement, la question de la présence d'un avocat dans la procédure pénale et plus encore dans la procédure d'assistance éducative n'est pas nouvelle. Ce type de procédure définie par le Code de procédure civile, qui est d'ordre réglementaire, comme vous le savez, est tout à fait spécifique. La nouveauté en la matière vient de la présence de l'avocat auprès de l'enfant, que l'enfant dispose d'un avocat afin qu'il puisse défendre ses intérêts et non ceux des parents. Le sujet m'apparaît majeur puisque ces deux intérêts peuvent diverger. Chacun le sait, et je pense que je ne surprendrai personne, il m'apparaît pour ma part, à titre personnel, nécessaire que les enfants bénéficient d'un avocat dans une procédure d'assistance éducative. Et donc, je serais bien entendu heureuse de vous entendre sur ce sujet-là. Mais nous nous heurtons bien entendu à plusieurs difficultés. La première est de doctrine. Un argument consiste à dire que c'est au juge des enfants de défendre les intérêts de l'enfant. La seconde relève du pouvoir décisionnel. Je le disais plus tôt, le Code de procédure civile est d'ordre réglementaire. Donc, les parlementaires ne peuvent pas l'imposer eux-mêmes à l'intérieur. Et enfin, le troisième d'ordre financier, puisqu'il est de jurisprudence presque constante que les amendements au projet de loi de finances ne peuvent permettre un amendement du fonds de l'aide juridictionnelle à destination des enfants. Et je le dis presque, car on a quand même réussi à avancer un petit peu cette année. J'en viens donc aux questions que je vais vous poser dans un premier temps, et après on vous laissera un propos liminaire, et mes collègues vous en poseront sûrement d'autres par la suite. Tout d'abord, s'agissant des procédures d'assistance éducative, l'article 375-1 du Code civil prévoit que lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement. Cette désignation n'est néanmoins pas systématique et le juge peut auditionner un mineur sans l'assistance d'un avocat. Nombreux sont ceux qui recommandent d'assurer l'assistance de l'enfant par un avocat spécialisé dès le début de la procédure au titre de l'aide juridictionnelle. Je pense notamment à la Civise, mais également au Conseil national des barreaux qui a voté une motion en ce sujet. Dès lors, comment mieux sensibiliser les mineurs eux-mêmes à leur droit d'être assistés au titre de l'aide juridictionnelle? C'est les premiers acteurs que l'on peut sensibiliser. Ensuite, comment peut-on faire pour que les bâtonniers soient saisis par les juges des enfants et par les présidents de conseils départementaux? Je pense que c'est aussi assez important. Je voulais vous entendre également sur la notion de discernement de l'enfant. C'est une notion vague et qui laisse sujet à toute interprétation, et avoir votre interprétation me paraît intéressante. Et enfin, quel rôle pouvez-vous jouer comme avocat ou comme bâtonnier, je ne sais pas si parmi vous certains sont bâtonniers, dans cette prise en charge de l'enfant au global? Je pense que c'est important. Le Conseil national du barreau propose des permanences d'avocats dans les établissements. J'aimerais savoir ce que vous entendez par ces permanences, notamment, et à quoi elles peuvent contribuer. Et enfin, j'aimerais savoir quelles sont les relations que vous entretenez avec les enquêteurs, magistrats et administrateurs ad hoc dans le cadre des enfants que vous pouvez éventuellement suivre dans le cadre de l'assistance éducative. Voilà, en gros, les premières questions. Je sais que mes collègues en auront d'autres. Ce que je propose, c'est un propos liminaire à votre main dans un premier temps, et après, on partagera sur le reste, si ça vous convient. Oui, très bien. Je vais ouvrir
Je vais ouvrir le propos. Madame la Présidente, cher Perrine Goulet, Mesdames, Messieurs les députés, après avoir auditionné les professionnels de santé, les enseignants, les assistants sociaux autour du repérage et de la prévention des violences faites aux mineurs, merci vivement d'accueillir les avocats dans le cadre de votre série d'auditions autour de la prise en charge de ces violences dont les enfants sont les victimes, parfois encore trop silencieuses. Dans les plans de lutte contre les violences faites aux enfants, on nous oublie parfois, nous les avocats, alors que le titre de la plaquette d'information rééditée en novembre 2022 par le Conseil national des barreaux, titre, et c'est bien choisi je trouve, les avocats d'enfants, clé de voûte de la justice des enfants. Je vous laisserai bien évidemment un tirage de cette plaquette. Nous vous sommes donc très reconnaissants de nous avoir invités pour vous parler d'un sujet sensible sur des questions que vous nous avez posées extrêmement concrètes. Notre mobilisation est générale et c'est aussi la raison pour laquelle le Conseil national des barreaux, dont j'ai l'honneur de pouvoir au sein présider le groupe de travail droits des enfants, a fait le choix de sa dernière campagne publicitaire de la mandature 2021-2023 sur ce thème de la défense de l'intérêt de l'enfant. Et vous avez peut-être vu ou lu ce slogan « Il n'y a pas d'âge pour avoir un avocat tant il est vrai ». Mais nous reviendrons sur ce point, que quel que soit l'âge, la maturité, le discernement de l'enfant, il a le droit à ce que ses intérêts soient défendus. Et je pense que si le juge assure la protection des intérêts de l'enfant, l'avocat en assure sa défense. Et cela, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là aussi, on y reviendra. Cette campagne a été un grand succès puisque nous avons eu près de 1 300 000 vues sur les différents réseaux. Nous avons eu le plaisir de faire appel à 2 influenceurs connus, dont l'un avait interviewé le président de la République. Je ne ferai pas de publicité pour lui, mais vous imaginez à qui je fais référence. Et puis j'ai le plaisir de faire un live Twitch avec Agathe Auproux et puis également une intervention sur School TV, qui est une chaîne de plus en plus suivie sur ce sujet-là et qui est une très bonne chaîne d'ailleurs. Vous l'aurez compris, là, pour sensibiliser les jeunes sur leurs droits, il faut utiliser les vecteurs de communication modernes et actuels, bien évidemment aux côtés des interventions que les barreaux assurent localement dans les maisons de justice et du droit, dans les maisons de l'avocat, dans les mairies ou encore dans les établissements scolaires. Et à ce titre, j'en terminerai par le souhait que je forme d'organiser des permanences dans les établissements scolaires. J'ai eu tout à fait le plaisir d'écouter ce qui a été dit par les enseignants lors de votre audition récente, où ils se sentaient un peu seuls. Et je pense que la présence d'un avocat aux côtés des enseignants, mais aussi bien sûr aux côtés des élèves, dans le cadre de cet accès au droit, permettrait de résoudre un certain nombre de leurs sentiments ou de leurs ressentiments de solitude. Nous avions d'ailleurs organisé le 4 octobre dernier la 6e édition nationale de la journée dans les collèges sur le thème consacré au harcèlement et à la discrimination. Ça a été un véritable succès. Et je ne doute pas que votre délégation soutiendra un projet d'intégrer dans la loi l'organisation de ces permanences qui pourraient être financées comme a été financée l'expérimentation de la présence systématique de l'avocat en assistance éducative. Et je tiens, Madame la Présidente, au nom du Conseil national des barreaux et au nom des avocats d'enfants, je tiens à vous remercier très chaleureusement. Nous allons dans le bon sens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Qui souhaite prendre ensuite Allez-y. Merci beaucoup. Donc, j'aurais 3 remarques liminaires. Donc, concernant la question de l'avocat de l'enfant en assistance éducative, il faut comprendre que pour certaines AMO, par exemple, l'intérêt d'un parent n'est pas toujours en conflit avec celui de son enfant. Or, un même avocat peut parfaitement représenter plusieurs clients s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et c'est souvent le cas, par exemple, en pénal des parties civiles, par exemple. Donc, pour qu'il y ait besoin de divers avocats, encore faut-il que les intérêts divergent. Et ce n'est pas toujours le cas. Sachant d'ailleurs que l'avocat du parent, contrairement à celui de l'enfant, peut être présent dans toutes les procédures, même JAF hors audition. Et ça évite de multiplier les interlocuteurs.
Surtout, il convient de garder à l'esprit que l'adhésion de la famille doit être recherchée par le juge des enfants. Et une mesure d'AMO, en fait, ce n'est pas une sanction. Nous ne sommes pas du tout au pénal, c'est un accompagnement de la famille et c'est un travail commun. Donc, demander systématiquement à un avocat de faire tiers dans la relation parent-enfant peut être source de défiance et voire contre-productif. Et ça peut même conflictualiser parfois certaines situations. Et il ne faut pas oublier non plus que l'instrumentalisation des procédures n'est pas rare en présence de vifs, de violences intrafamiliales, et que l'agresseur peut par exemple saisir le juge des enfants en prétextant que la mère qui protège l'enfant, elle est folle, et qu'il est important de mettre en place une AMO pour faire justement tiers dans cette relation mère-enfant parce qu'elle est trop protectrice. Et donc du coup, imposer ici un avocat pour l'enfant revient à donner raison à cet agresseur et à dire que le parent protecteur est dans l'incapacité finalement de remplir son rôle dès le départ. Donc c'est source d'incompréhension, sans parler du problème du secret professionnel qui peut être difficile à accepter pour le parent confident et qui risque de fragiliser le lien. Et je reprends l'exemple de cette maman, par exemple, qui est la confidente de son enfant, et si après on lui met un avocat qui n'a pas le droit de lui dire ce qui s'est passé dans son rapport, dans son entretien avec son enfant, ça peut la perturber, elle ne comprend pas ce secret professionnel qui d'un coup va s'immiscer entre elle et son enfant. Enfin, si l'enfant n'est pas capable de discernement, la part de subjectivité, nous semble-t-il en tout cas, est trop importante, avec un risque de plaidoirie stéréotypée. Finalement, en fait, l'avocat, en tout cas pour nous, donnerait plus son avis, alors qu'en fait, il est censé n'être que le mandataire de la parole de son client. Donc c'est pourquoi, en tout cas en ce qui nous concerne, on trouve que le système actuel nous semble équilibré. Un avocat, évidemment, pour l'enfant, oui, mais pas systématiquement. Donc c'est là-dessus qu'on voulait préciser. Et j'en viens à ma deuxième remarque. C'est si on décide de mettre de l'argent pour la protection des mineurs, autant agir sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est-à-dire la célérité des procédures. Pour prendre très rapidement un exemple concret du cabinet, on a un petit Jules qui a porté plainte pour inceste il y a bientôt 4 ans. Il n'a toujours pas été entendu par le juge d'instruction. Jules a dénoncé des faits horribles à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, il a presque 9 ans et le juge d'instruction répond qu'il n'a pas le temps. Et ça, c'est la réalité judiciaire. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler en priorité et créer des canaux d'urgence. S'il y a de l'argent à mettre, moi je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut le mettre. Enfin, et on cesse de le répéter, j'insiste sur la nécessité de lutter contre l'inflation législative, parce qu'on parle de former des avocats, des formats techniques, très techniciens dans l'avocat de l'enfant, mais comment on peut faire si les lois changent absolument tout le temps, c'est-à-dire pas tous les 10 ans, mais toutes les semaines. La pratique doit d'abord assimiler l'existant, et sur tous les domaines, pour pouvoir après rassurer son client et se comporter comme un bon avocat. Merci. Je vous en prie, allez-y, Madame Audou. Alors, nous sommes avec Carole Sully, co-responsable de la commission des mineurs du syndicat des avocats de France, et nous parlons, nous, de notre place d'avocat d'enfant, avec une pratique professionnelle ancienne, malheureusement quelques années derrière moi de pratique, et une pratique antérieure. La défense des enfants est un engagement ancien de notre syndicat, mais également de notre représentation nationale, le CNB, et de l'ensemble des barreaux. Les barreaux se sont très rapidement, et il y a plus de 25 ans, engagés aux côtés des enfants pour essayer de favoriser l'accès aux droits, et le syndicat des avocats de France, qui est un acteur des barreaux du CNB, s'est associé et a été pour certains promoteur. Pour nous, être avocat d'enfant, c'est aider, c'est accompagner, c'est expliquer le système dans lequel se trouve l'enfant, lui expliquer ce qu'est une audience devant un juge pour enfants, quels sont les pouvoirs du juge pour enfants, quelles sont les décisions, c'est lui expliquer aussi la décision, c'est l'assister, c'est le défendre. Ce sont des enfants qui ont besoin de protection et qui ont besoin de protection tant au niveau civil qu'au niveau pénal. Notre engagement, il a toujours été celui de permettre à tous les enfants d'accéder à leurs droits, à tous. Nous œuvrons pour l'évolution de nos législations et aussi de nos pratiques, afin que l'enfant ne soit plus un objet de droit, mais un sujet de droit reconnu dans sa singularité. Vous avez bien compris que nous n'avons pas la même position que nos confrères qui viennent de s'exprimer. Pour nous, l'enfant doit avoir, dans notre système législatif,
réglementaire, une place à part, reconnaissant sa particularité, mais une place qui n'est pas une place d'objet de droit comme il est au niveau de l'administration, que malheureusement en grande partie dans notre système judiciaire. Et c'est parce que l'enfant n'est pas un client comme un autre que nous sommes très attachés à la formation particulière et interdisciplinaire de l'ensemble des acteurs de l'enfance. Pas simplement des avocats, pas simplement des travailleurs sociaux, pas simplement des enseignants que vous avez reçus précédemment. Nous vous savons parlementaires particulièrement attachés, et votre délégation aux droits de l'enfant le démontre, à l'évolution des droits des enfants. Et je dirais que nous vous rappelons le souhait de l'ensemble des acteurs qu'il y ait un code de l'enfance et non pas un code pénal d'un côté et de l'autre côté des dispositions éparses dans le code civil, dans le code de l'aide sociale et de la famille. Nous souhaitons, nous, qu'il y ait une vraie réflexion sur le statut de l'enfant à protéger, qui demande protection, et donc qu'il y ait une évolution législative et réglementaire sur ce point-là. Pour nous, et nous participons aux travaux du CNB, donc nous sommes acteurs. Quand Arnaud parle, il parle pour nous aussi. L'avocat doit être présent immédiatement. Immédiatement, discernant ou pas discernant. Moi, je vais te donner une anecdote, puisqu'on a parlé d'un petit Jules. Il y a quelques années, je suis désignée pour assister à un enfant, et je vois un enfant avec un handicap, et qui est qualifié comme ne parlant pas. Sauf qu'avec moi, il s'est mis à parler, une espèce de miracle. Et j'ai compris après que le fait de l'accompagner à l'audience était important. Et le fait que le juge qui l'auditionnait après l'auditionne avec moi était important. Et ce magistrat m'a dit, vous voyez pourquoi je vous ai désigné? C'est parce que je savais que je n'allais pas, dans le quart d'heure qui m'était assigné, parce qu'il y a beaucoup de dossiers d'assistance éducative, rentrer rapidement en relation avec cet enfant. Et j'avais besoin, pour prendre une décision à son égard, d'être en relation avec lui. Les travailleurs sociaux disaient qu'il ne parlait pas. Il parlait, cet enfant. C'est le travail que nous avons fait ensemble au cabinet qui a permis qu'il s'exprime devant le juge pour enfants. Donc, l'instrumentalisation, oui, justement, il faut un avocat qui permette à l'enfant de s'exprimer en toute liberté. Merci beaucoup. Si on vous a fait venir ensemble, c'est justement pour avoir l'avis de tous, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir aussi les arguments contradictoires. Et je vous remercie de ce préliminaire. Ce que je propose, c'est qu'on va passer la parole à nos collègues, et puis on va comme ça continuer à échanger. Madame Nicole Dubré-Chirat. Oui, merci à vous pour vos interventions. C'est vrai qu'on a essayé d'avancer sur la présence des avocats auprès des enfants, notamment dans le cadre des violences intrafamiliales sur lesquelles on a travaillé en lien avec Madame Santiago, où c'est effectivement quelque chose d'important pour séparer les prises en charge aussi, parce que c'est quand même dans un contexte souvent compliqué, avec des conflits et avec des conséquences sur les gardes et l'hébergement des enfants. Donc je pense que c'est important qu'on ait vos retours par rapport à ça, même s'il y a des nuances que j'entends dans vos interventions. Donc je pense que ça peut aussi nous aider, nous, à avancer dans nos activités liées à la délégation, puisque la délégation, elle est aussi en direction première de l'aide aux enfants, et qu'on démarre dans nos activités, qu'on a l'intention d'avancer et d'amener des éléments de modification des textes, même si on sait qu'on a quelques abus législatifs. Effectivement, il faut le temps de s'imprégner des textes, mais je pense que là, on a aussi à croiser, effectivement, avec la législation actuelle qui s'applique plus
aux adultes et pour lesquels on avait déjà évoqué le fait d'avoir un code de l'enfance. Le ministre à l'époque n'était pas fermé à l'idée effectivement de le faire, même si c'est un gros travail aussi de rédaction et de séparation des textes entre ce qui est aujourd'hui dans le code pénal et puis ce qui pourrait être remis dans un autre code. Je pense qu'on a aussi besoin de vos retours, effectivement, d'expérience pour nous aider à avancer sur cette prise en charge et cet accompagnement dans les prises de décision des aides éducatives des enfants, d'assistance éducative, mais aussi de l'accompagnement de la décision prise une fois qu'il y a des placements je dirais, édictés, mais non réalisés, avec des enfants qui sont particulièrement à risque dans la période où l'exécution de la sanction n'est pas de fait. Merci beaucoup. Madame Parmentier. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Maîtres, merci de votre présence et du travail que vous effectuez. Je suis très frappée par l'histoire de ce petit Jules que vous évoquez. C'est quand même absolument épouvantable de penser que 4 ans après, sa parole n'est ni entendue, ni prise en compte, et que rien n'est fait pour que ça s'améliore. J'avoue que ça me frappe beaucoup. Selon la Civise, en effet, chaque année, en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Ce nombre vertigineux n'inclut pourtant qu'une partie des violences sur mineurs. La violence peut être physique, psychologique, sexuelle, morale ou encore pour négligence, vous le savez mieux que moi. Le 20 novembre dernier, la Première ministre Elisabeth Borne présentait son plan de lutte contre les violences faites aux enfants. L'un des principaux axes concernait l'amélioration de la formation sur toutes les formes de violence par la mise en place d'un plan de formation interministériel à destination des agents des magistères, magistrats et professionnels de l'enfance et des soignants. Seriez-vous favorable, vous, à ce qu'une telle formation soit proposée aux avocats intervenant fréquemment sur les cas de violences sur mineurs ? Concernant la question de la formation aux violences sur mineurs, pensez-vous que les avocats qui se destinent à intervenir dans ce domaine, sur de tels dossiers, de manière générale, sont suffisamment formés aux violences qui affectent nos enfants ? Et enfin, parmi les 4 objectifs affichés par la Première ministre, il est prévu de renforcer les moyens sur ceux qui protègent nos enfants, les moyens de ceux qui protègent nos enfants. Face à l'ampleur du phénomène, pensez-vous que le nouvel office des mineurs, l'OFMIN, qui comptera 85 policiers et gendarmes, pourvoit des effectifs suffisants? On sait que la tâche qui attend ce futur office est immense. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Walter. Pas pour le moment. Très bien. Monsieur Portier. Merci Madame la Présidente. Alors je n'aurai pas une mais 3 questions, mais elles sont claires et simples, enfin j'espère. La première, elle porte sur la dimension professionnelle de votre métier. Vous êtes des professionnels, donc avec une formation. Et je voudrais savoir, concernant la formation des avocats, si aujourd'hui, elle vous semble adaptée, l'accompagnement des enfants en particulier, et le cas échéant, comment on pourrait la renforcer, à quel niveau ça devrait se jouer. Ma deuxième question porte sur le harcèlement scolaire, puisqu'il est à la fois difficile pour les enfants d'imaginer qu'ils peuvent faire appel à un avocat. C'est assez peu dans leur imaginaire, dans leur champ intellectuel, si je puis dire, mais c'est parfois aussi difficile pour les parents d'oser le faire, tout simplement. Et donc, je voudrais pouvoir savoir, d'après vous, quelle pourrait être la place des avocats en tant que professionnels pour faire reculer ce fléau qui touche aujourd'hui 1 jeune sur 10, comme vous le savez. Et puis, un troisième point, je dirais, de parangonnage pour éviter les anglicismes, de benchmark. En matière de comparaison internationale et de protection des enfants, des mineurs en particulier, quel système aujourd'hui en Europe ou dans le monde vous semble le plus efficace et quelles en sont les grandes clés, les grandes caractéristiques dont on pourrait s'inspirer? Voilà. Des petites questions simples qui, normalement, doivent pouvoir être résolues très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Santiago. Oui, bonjour. Merci de vos interventions. Je m'excuse d'être arrivée un tout petit peu en retard. Donc, j'ai entendu la fin de votre intervention et pas le début, je m'en excuse. Donc, mes questions porteront sur différents points. Je voudrais savoir où vous en êtes aujourd'hui, puisque du coup, très récemment encore, j'avais des jeunes autour de moi que je connais très très bien, qui font des études de droit. Et
aucunement dans le cursus des études de droit, il n'y a l'approche de la question des enfants. C'est un peu comme sur les questions de cursus de médecine. Et je suis particulièrement engagée sur la question de l'enfance depuis de longues années. Et je trouve, excusez-moi, qu'on peut parler de l'enfance, mais si au sein du cursus d'études des personnes qui par la suite pourront avoir à être en charge de la question des enfants, il n'y a rien dans les modules de leurs études, y compris quand ils ont réussi le concours et qu'ils sont à l'école du barreau, moi je vous le dis, il y a un problème majeur. Et je pense que le barreau, au sens du Conseil national, et ça c'est une demande que je fais comme vice-présidente de la délégation aux droits de l'enfant, femme très engagée sur cette question, il serait temps que ça bouge. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de discuter de ces sujets-là, il faut de l'action. Et l'action, elle ne vient pas simplement, en effet, vous l'avez dit, de réformes trop nombreuses de la justice ou réformes trop nombreuses qui impactent la justice parce que le législateur fait bouger les lignes. C'est qu'il faut aussi, à l'interne, faire bouger les lignes. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'aimerais avoir votre avis et que vous puissiez me dire à quel moment ça va bouger. La deuxième chose, c'est... moi, j'ai pu, comme vice-présidente du département de la protection de l'enfance du Val-de-Marne, pendant 12 ans, d'avoir l'expérience de travailler avec une bâtonnière. Il n'y avait pas tant que ça de femmes, d'ailleurs. Elles étaient 3 à l'époque, en France. En tout cas, il y avait donc des bâtonniers, il y en a 100. Sur les bâtonniers, nous avions mis en place, à l'échelle du Val-de-Marne, avec la bâtonnière, mais en fait, on avait regardé comment nous pouvions travailler de concert, justice, avocat, protection de l'enfance, pour accompagner le mieux possible les dossiers et croiser des expériences. Nous avons même fait des colloques à l'époque en commun sur le début de ce qu'on voyait poindre nous, c'est-à-dire... J'en ai pour 2 minutes, mais je prends le temps parce qu'ils sont devant moi. Excusez-moi. Et donc, du coup, prendre le temps aussi de discuter de la prostitution des mineurs, etc. Donc, il y allait avoir des dossiers qui partaient au pénal, bien sûr, en cours. Et du coup, tout ça pour vous dire que l'expérience, quand on veut, fait qu'il y a des bons dispositifs qui peuvent se mettre en œuvre. Et donc, il serait nécessaire que les conseils nationaux des barreaux puissent, à l'échelle des bâtonniers, mettre en place des choses à l'échelle des départements. Je crois que ce serait très important et que ça participerait. Merci Isabelle. Oui, j'ai fini. Mais il ne faut pas limiter la parole comme ça quand on les a entre nous. Je laisse la parole aussi à d'autres. Non, c'est que je propose qu'il y ait déjà une première salve de réponses et après on redonnera s'il y a des questions supplémentaires. Je note que tu t'inscris pour des questions supplémentaires. Oui, alors, plusieurs questions, et merci beaucoup de l'intérêt que vous portez, notamment à la formation des avocats. Elle est absolument essentielle. Alors, je rappelle que la formation est organisée par les écoles d'avocats. Il y en a une quinzaine en France. Et je rappelle que dans les écoles d'avocats, ce sont des formations initiales. Ensuite, il y a la formation continue. Bien. La formation initiale, elle n'est pas destinée à apprendre du droit. Elle est destinée à apprendre la manière dont les avocats vont exercer leur métier. Donc c'est moins au sein des écoles d'avocats qu'il y aura une formation spécifique sur tel ou tel sujet. Mais, bien évidemment, dans ces écoles d'avocats, alors, Madame Sancayo, vous me demandez quand est-ce que ça bouge ? Ça vient de bouger. Parce que le programme de la formation initiale dans les écoles d'avocats vient d'être réformé en cette fin d'année 2023 pour davantage donner de praticité à la formation des avocats dans des domaines spécifiques. Et en particulier, depuis qu'il y a le Code de justice pénale des mineurs qui a considérablement réformé l'enfance délinquante et la manière dont les avocats interviennent, bien sûr, il y a un focus sur ces sujets-là. Lorsque les avocats se forment, lorsque les élèves avocats se forment, ils se forment à rédiger des assignations, faire des plaidoiries. Et bien évidemment, comme ce sont des écoles d'avocats qui sont dans tous les domaines, un avocat fiscaliste va probablement pas tout à fait s'intéresser à cela. Et au sein des écoles d'avocats, on choisit plutôt une matière qu'une autre. Et en fait, il y a des ateliers. Donc autrement dit, c'est complètement pris en compte et c'est en cours. Après, il y a les formations continues. Et je reviens sur une question qui a été posée par Madame Parmentier sur la formation aux avocats concernant les violences sur les mineurs en particulier. Vous avez parfaitement raison d'indiquer que l'on ne traite pas un dossier de violence sur mineurs comme on traite un dossier pénal lambda. C'est ce qui a été dit très justement par Elisabeth Audouard.
un avocat d'enfant, c'est pas un avocat comme un autre. C'est un avocat qui est non seulement formé, engagé, sensibilisé au recueil de la parole de l'enfant. On ne s'adresse pas à un enfant comme on s'adresse à un adulte. Là, je vous parle parce que vous connaissez bien le droit, la matière, mais je ne m'adresserai pas, et je ne m'adresse pas à des enfants que j'accompagne devant les juridictions quelles qu'elles soient, soit comme victime, soit comme auteur, comme je vous parle à l'instant. Nous devons faire œuvre de pédagogie, et bien sûr, dans le cadre de la formation continue des avocats, il y a ces sensibilités-là. Nous les formons aussi sur le domaine médical, nous les formons sur le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, sur le domaine aussi des sciences sociales, parce que c'est extrêmement important d'œuvrer comme une interface avec les autres intervenants, les assistants sociaux. On n'est pas tout seul en réalité. Et je suis en désaccord, mais total, sur cette petite idée qui consiste à dire que les avocats d'enfants viendraient conflictualiser les choses. Bien au contraire. Bien au contraire. Le seul leitmotiv de l'avocat d'enfant, c'est de défendre les intérêts de l'enfant. Et ce qui peut tout à fait énerver un certain nombre d'autres acteurs, que sont les parents, que sont les services sociaux, que sont les juges. Pour certains, ils sont réticents. On a eu une expérimentation qui a été un vrai succès à Nanterre. Un vrai succès en Nanterre, et je salue l'engagement d'Isabelle Clanet-Dilamani, ancien bâtonnier de Nanterre. Enfin, elle termine là, malheureusement, son mandat, puisque mandat de bâtonnier, j'en sais quelque chose, j'ai été bâtonnier à Rouen 2015-2016, et j'ai été aussi administrateur ad hoc. On en reviendra sur cette question-là. Quel est le rôle de l'administrateur ad hoc? Moi, je me satisfais de voir que dans le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, il y a cette notion de... Alors, j'aime pas trop le terme de revalorisation du statut de l'administrateur ad hoc. Il faut un véritable statut de l'administrateur ad hoc. Vous en avez qui ne jouent absolument pas le rôle, vous en avez qui le jouent et qui ont un nombre considérable d'intervenants. Et moi, quand j'étais bâtonnier, je ne faisais pas que signer des désignations d'avocats en disant « vas-y, va faire ton travail, j'ai toute confiance en toi », parce que j'avais confiance dans les personnes que je désignais pas n'importe qui tout de même. Et je leur demandais des comptes. Et je leur demandais également de m'indiquer ce qui était dans le dossier, et nous convenions ensemble d'une stratégie. Et lorsque l'on intervient pour un mineur qui n'est pas discernant, eh ben c'est tout à fait fondamental. Parce que c'est sur les premiers mois, les premières années de son devenir qui se joue, et que si l'on n'intervient pas aux côtés d'un mineur, même non discernant, on manque totalement la possibilité d'exercer les droits reconnus à ce petit être qui est un sujet de droit et pas un objet de droit. Moi, je me satisfais en particulier de ce qui avait été indiqué dans les États généraux de la justice, et je vous renvoie à la proposition 7 dans le groupe thématique justice de protection et les pages 109 et suivantes, où la conclusion, qui n'a pas été celle du rapport final, mais la conclusion était de pouvoir donner à l'enfant, même non discernant, les mêmes droits que celui qui est discernant. Et dans le rapport final, j'en discutais avec Jean-Marc Sauvé, quand le Conseil national de la protection de l'enfance avait reçu, je siège également au Conseil national de la protection de l'enfance, et je lui avais dit, enfin, Monsieur le Président, la loi du 7 février 2022 a indiqué que lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement, et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. Dites-moi quand est-ce que l'intérêt de l'enfant ne l'exige pas. Il m'a dit, effectivement, vous avez raison. Et en réalité, la loi du 7 février 2022 est au milieu du chemin. Et il faut que la loi, et vous, législateurs, vous pouvez supprimer ces quelques mots lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. L'intérêt de l'enfant l'exige systématiquement. Voilà. Alors après, je veux bien revenir sur ce que M. Portier disait sur considérez-vous que les avocats sont suffisamment formés? Je serais très orgueilleux de venir dire oui, on est suffisamment formés. On n'est jamais suffisamment formés. C'est la raison pour laquelle nous avons 20 heures de formation continue obligatoire et 10 heures plus spécifiquement dans la spécialisation.
Et je rappelle, et je salue non seulement tous ceux qui ont soutenu cette demande, mais notre garde des Sceaux qui a signé, dès qu'on le lui a demandé, l'arrêté de mois d'octobre 2021 pour reconnaître le droit de l'enfant comme une mention de spécialisation. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'avocats qui réclament cette mention de spécialisation avec des justifications, des formations qui ont été réalisées, de l'activité qui a été pratiquée. Et c'est bien, et ça montre bien que les avocats, non seulement ils se forment, mais ils continuent à le faire parce qu'ils ont une obligation, s'ils veulent conserver cette mention de spécialisation, de faire encore plus de formation dans le domaine. Harcèlement scolaire. Oui, difficile de faire appel à un avocat dans ce domaine-là. Vous avez parfaitement raison. J'ai fait une intervention sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Parmi les pistes, parce que ce n'est pas que celle-ci, mais parmi les pistes de réflexion, je pense que la permanence d'avocats dans les établissements scolaires est une bonne chose. Nombre de fois où, lorsque nous sommes intervenus, par exemple à l'occasion du festival du film judiciaire, je ne sais pas si vous connaissez ce festival, c'est très sympathique, ça marche bien. Il y a un film qui est diffusé, et puis après, avec les élèves, on en discute sur qui était qui, quels étaient les intervenants. Et nombre de fois où je suis intervenu, où mes confrères sont intervenus dans les collèges ou dans les lycées, où à la fin de cette intervention, on a une jeune fille ou un garçon qui vient vous voir en disant « Je suis victime de harcèlement, je suis victime de violences sexistes, sexuelles, qu'est-ce que l'on peut faire ?» Donc c'est en étant présent, c'est en étant visible qu'à ce moment-là, on pourra traiter ces questions-là. Ça n'est jamais suffisant, mais je pense qu'effectivement, la permanence des avocats au sein des établissements scolaires, c'est une piste. J'ai été trop longue, Madame la Présidente, je le sens, mais j'ai pas eu de réprimande, donc je continue. Vous savez, moi, vous me laissez la parole, je la prends. Non, en fait, je coupe qu'aux députés. Le but est d'entendre nos invités. C'est pour ça que je suis plus laxiste avec nos invités. Mais effectivement, j'allais à un moment vous arrêter pour que les autres puissent aussi intervenir, surtout qu'on a des avis plus ou moins divergents, et c'est intéressant aussi d'entendre. Vous voulez intervenir ? Oui, je vous remercie. Je suis ravi d'apprendre que nos futurs consoeurs et confrères apprennent quoi que ce soit dans les écoles de formation du barreau. J'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse. Pour être moi-même un des formateurs de ces écoles, c'est un constat malheureux que je dresse, mais c'est accessoire. En revanche, il y a les formations continues, effectivement, qui peuvent servir à quelque chose dans le cadre de la spécialisation de nos consoeurs et confrères sur les divers problèmes. Alors, quand l'intérêt de l'enfant l'exige, il me semble que cette condition est assez juste. L'exemple de ma consoeur est édifiant, à savoir que celle-ci a été désignée, si j'ai bien compris, à l'initiative d'un juge qui a pu constater de la nécessité que l'enfant, qui était alors considéré comme devant être assisté, a pu apprécier la nécessité que celui-ci soit soutenu par un avocat. C'est-à-dire que vous pouvez décider de mettre en opposition le pouvoir souverain du juge d'appréciation de la légitimité que l'enfant soit assisté d'un avocat, ou bien décider de la systématisation de cette assistance sans réel fondement. C'est-à-dire que vous avez un juge qui, on va dire au cas par cas, va apprécier en fonction du dossier qu'il a à juger, qu'il a dans un premier temps à considérer, qu'il a à traiter, et qui va au terme de celui-ci décider de juger quoi que ce soit, va dire, écoutez, cet enfant a besoin de l'assistance d'un avocat. Effectivement, cet enfant ne doit pas être seul. Il ne doit pas simplement se trouver seul au centre du débat, parce que c'est le cas. Il va avoir besoin de l'assistance d'un avocat. C'est en ces termes que les deux articles du Code civil, dont vous en mentionnez un tout à l'heure, Madame le Président, sont rédigés. C'est-à-dire que cela relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, avec la condition, effectivement, du discernement. À partir du moment où vous décidez d'une systématisation, vous allez demander à l'avocat d'avoir ou de porter un regard subjectif sur ce dont l'enfant a besoin. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas doté de discernement, c'est-à-dire que si l'enfant n'est pas capable de comprendre la situation dans laquelle il est convié,
dans laquelle son intérêt exclusif est privilégié. Et c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de comprendre ce qu'est un avocat. À quoi sert un avocat? Dans le cas d'un système judiciaire particulièrement complexe, un certain nombre de majeurs eux-mêmes ont déjà du mal à comprendre comment cela fonctionne. Comment voulez-vous que l'avocat, qui n'est rien d'autre qu'un mandataire, il faut bien saisir cela, l'avocat n'est rien d'autre que la parole de son client. Il n'a pas vocation à parler à la place d'eux, il a vocation à parler pour son client. Comment voulez-vous qu'un avocat, qui n'est donc pas en mesure d'échanger avec un enfant qui n'est pas doté de discernement, sache de quelle manière il va apporter sa parole, porter sa parole devant un juge? Et c'est là où, à mon sens, ou à notre sens plus précisément, puisque nous partageons, vous l'avez compris, cet avis avec ma confrère, c'est là où nous considérons que le système a bien été pensé jusqu'alors, même si on se plaît à vouloir le détricoter, à savoir que c'est le juge qui va apprécier souverainement l'intérêt qu'il y a à ce que l'enfant soit assisté d'un avocat. Pourquoi? Parce que pour ceux qui connaissent le fonctionnement de ces audiences devant le juge des enfants, ces audiences ne s'intéressent qu'à l'enfant. Elles ne s'intéressent à personne d'autre. Et le juge n'est là que pour l'enfant. Il n'est là que pour préserver l'intérêt de l'enfant. Il ne pense qu'à l'enfant. Son seul souci, c'est l'enfant. Et donc, s'il sent le besoin que l'enfant soit assisté d'un avocat, parce que sa parole a besoin d'être portée par un adulte, c'est-à-dire par quelqu'un qui connaît le système, qui comprend le fonctionnement de l'institution judiciaire et qui sait manipuler la langue, alors il le fera de façon spontanée, parce qu'il comprend et il observe que c'est dans son intérêt. Et parce que, justement, c'est nécessaire. Mais si l'enfant n'a pas besoin de cela, parce qu'il n'est pas doté de cette parole, parce qu'il n'a pas cette conscience, l'avocat ne servira à rien. Et l'exemple de la confrère est édifiant, puisque l'enfant ne parlait pas, mais il n'a pas été jugé sans discernement. Le juge avait certainement considéré qu'il était doté de discernement, qu'il y avait juste une difficulté d'expression et qu'il fallait donc lui permettre de s'exprimer. Ce sont le sens de l'article. Mais ça relève du pouvoir souverain du juge, une fois encore. Ça a été profitable, il a pu s'exprimer à travers la voix de son avocat. Ça va bien dans le sens de l'inutilité de mettre en place une systématisation de la présence de l'avocat. Le système tel qu'il existe fonctionne suffisamment bien parce qu'il a vocation à préserver uniquement l'intérêt de l'enfant. Il n'y a que lui qui est intéressé à cela. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de formation là-dessus à l'université? Parce que ce n'est pas une matière, tout simplement. Ce n'est pas une matière qui s'enseigne comme cela. C'est une matière qui va s'enseigner dans le cadre de formation continue. Donc effectivement, là, les professionnels vont être confrontés à d'autres professionnels qui expérimentent cela et qui vont leur faire part de leur expérience et leur expliquer la manière d'interpréter les choses. Mais ça n'est pas une matière à proprement parler. À l'université, vous êtes censé former votre esprit analytique sur le plan du droit. Et c'est par la suite, dans le cadre des écoles de formation du barreau, pour peu qu'on y apprenne quelque chose, que vous êtes censé compléter cette analyse juridique et dans le cadre de vos formations continues. Donc, il faut bien comprendre que la systématisation de la présence de l'avocat ne sert pas forcément l'intérêt de l'enfant à partir du moment où l'avocat n'est pas en mesure d'échanger intellectuellement avec l'enfant, à partir du moment où l'enfant n'est pas en mesure de comprendre à quoi sert l'avocat et à quoi il sert. Et le dernier point, et j'en aurai fini, ce souci que c'est la limite, c'est quand l'intérêt l'exige. En disant que c'est systématiquement que l'intérêt de l'enfant l'exige, vous mettez de côté et vous abandonnez la place des parents. C'est-à-dire que vous partez du principe que les parents n'existent pas, qu'ils sont de fait, parce qu'un juge des enfants est saisi, défaillants, et que donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait systématiquement un avocat à ses côtés. C'est-à-dire que vous décidez de nier l'existence du cercle parental et l'existence du cercle familial. Parce que son intérêt, par le seul fait qu'il est enfant devant le juge des enfants, n'existe qu'à travers un avocat et plus à travers les parents. C'est-à-dire que vous remettez en cause le principe de l'autorité parentale, à savoir les parents qui peuvent représenter leurs enfants parfaitement et savoir prendre des décisions. Or, il faut bien comprendre que lorsque vous allez devant un juge des enfants, vous n'avez pas systématiquement les deux parents défaillants. Il faut faire l'expérience de cela pour le comprendre. Vous avez un parent qui peut l'être et l'autre qui ne l'est pas. Mais néanmoins,
Le juge va intervenir pour savoir dans quelle mesure il faut qu'il y ait un placement, c'est le schéma dramatique lorsque les deux sont défaillants, mais bien une assistance. Les deux parents ne sont pas forcément défaillants quand il y a une assistance. C'est quelqu'un qui peut avoir un besoin, une aide, un soutien, une assistance, mais n'est pas pour autant défaillante. Elle a encore le droit, si c'est la mère par exemple, de prendre des décisions pour le compte de son enfant. Or, à partir du moment où vous dites que c'est toujours dans l'intérêt légitime de l'enfant que ça légit systématiquement, vous mettez de côté les parents. Il n'existe plus. Le judiciaire, de façon automatique, prend la place et un avocat se glisse dans ce cercle familial et donc ensuite va générer ou être en mesure de susciter des oppositions et certainement pas dans l'intérêt de l'enfant. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au SAF. Allez-y. Ok, parfait. Merci beaucoup. Moi, j'ai quelques observations, effectivement, sur la question de la formation. Mon confrère indiquait qu'effectivement, moi, quand j'ai commencé, il y a 25 ans, c'est une matière qui ne se faisait absolument pas dans les universités. Et on apprenait le droit des enfants quand on avait passé le barreau. Et qu'on souhaitait se pencher sur cette question du droit des mineurs et accompagner les mineurs, que ce soit mis en cause ou que ce soit les mineurs dans le cadre de la protection de l'enfance en assistance éducative. Aujourd'hui, il y a malgré tout en université déjà des professeurs universitaires, j'en citerai deux qui sont très connus, qui sont Monsieur Bonfils à Marseille, qui est Adeline Goutenoir également à Bordeaux, et on a de plus en plus aujourd'hui des formations en universitaire dans des matières spécialisées un peu particulières, mais évidemment c'est pas du droit civil, donc ne peuvent s'inscrire que ceux qui sont intéressés par cette matière, et on a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par la question du droit des enfants, donc on commence à avoir effectivement des jeunes qui vont arriver, qui vont passer le barreau, qui vont passer la magistrature et qui auront fait du droit des mineurs dans le cadre de leurs études universitaires. Ça, c'est le premier point. Le second point sur les formations également, j'ai la grande chance d'être avocate au barreau de Paris et donc membre de l'antenne des mineurs des barreaux de Paris. Je tiens juste un tout petit mot à vous rappeler qu'elle a été créée en 1984 et elle a été créée de la manière suivante. 5 ou 6 avocats s'étaient rendus compte que des enfants qui étaient convoqués chez les juges des enfants n'étaient pas assistés d'avocats. Et les confrères, ils sont allés au départ tout à fait bénévolement. Et l'antenne des mineurs a commencé à être constituée, elle a été créée en 1991. Et depuis 1991, tous les ans, on forme des confrères en matière pénale, en matière civile, que ce soit l'assistance éducative, que ce soit les mineurs victimes. J'interviens beaucoup également dans l'accompagnement des mineurs victimes, mes confrères le savent. Et c'est une formation qui est une formation à la fois générale, sur toutes les thématiques, avec, comme ça a été dit par Arnaud de Saint-Rémy, également des intervenants, des psychologues, des éducateurs, des magistrats, du pluridisciplinaire, pour qu'on soit le plus aux côtés du mineur dans le cadre de cet accompagnement. Je tenais à le rappeler parce que je crois que c'est important d'indiquer que les barreaux font, le CNB bien sûr, mais les barreaux aussi, énormément de travail pour former les avocats parce que, comme l'a dit Maître Douard, un avocat d'enfant, c'est pas un avocat comme un autre. C'est d'abord un avocat qui est là aux côtés du mineur et qui est là pour lui expliquer qui on est, lui expliquer le cadre dans lequel nous sommes, lui expliquer qui il va voir, des choses peut-être qui vont vous paraître stupides, mais lui expliquer comment va être le bureau de la juge, qu'il va pouvoir être entendu, que s'il veut sortir à un moment donné, il va pouvoir le faire. Et pourquoi je me permets d'insister là-dessus ? Parce que l'avocat d'enfant n'est pas du tout dans la conflictualisation, n'est pas du tout, que ce soit dans le cadre de l'assistance éducative ou que ce soit dans le cadre des procédures pénales. Encore une fois, j'interviens régulièrement pour des mineurs victimes. J'ai toujours en tête que quand vous avez un papa ou une maman qui est poursuivi pour des violences volontaires à l'encontre de son fils, que moi j'assiste le mineur à cette audience et que le mineur, après, il va rentrer, parce qu'ils ne sont pas tous placés, il y a des mesures d'assistance éducative, que le mineur, après, il va rentrer à la maison. Moi, j'ai une parole à porter et moi, j'ai aussi une responsabilité sur ce que je vais pouvoir dire à la juridiction en portant la parole de l'enfant que j'assiste et que j'ai l'honneur d'assister à cette audience, et en même temps, en sachant que cet enfant, il a toujours, surtout dans les violences intrafamiliales, pas systématiquement, mais on le voit assez régulièrement, des enfants qui vont parler, qui vont dénoncer des faits graves, des faits de nature sexuelle, des violences volontaires physiques, des violences psychologiques. Ils ont toujours aussi un attachement extrêmement fort
à leurs parents, qui est le parent qui est poursuivi. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des contacts, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément d'autorité parentale, je sais que ça fait partie des sujets, mais il faut l'avoir en tête. Un enfant, on ne peut pas assister à un mineur comme on va assister à un adulte. Et donc, pour reprendre, et je pense qu'Elisabeth Audouard, qui intervient énormément en assistance éducative, pourra vous le dire beaucoup mieux que moi, se positionner en disant si l'intérêt de l'enfant l'exige, effectivement, c'est conditionner le fait qu'on va apprécier l'intérêt de l'enfant et donc on positionne le juge. Le juge, il est là, il statue dans l'intérêt de l'enfant. C'est toujours ce que moi j'explique à un enfant quand je l'assiste dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Mais avoir un avocat qui est là pour porter la parole de l'enfant, qui est là, alors peut-être que ça va vous choquer ce que je vous dis, pour être présent aux côtés de l'enfant. Et très clairement, dans les dossiers où les enfants sont placés, c'est presque le plus simple. Je vais être très claire avec vous, parce qu'on a des parents qui sont souvent en opposition avec la décision de placement et pour lesquels il va y avoir un avocat pour l'enfant. Les parents peuvent ou pas être assistés. Moi, je suis une des premières à militer pour que les parents soient aussi assistés d'un avocat en assistance éducative. C'est important que chaque justiciable puisse avoir accès au même degré d'information. La deuxième chose, c'est que parfois, justement, quand j'ai une audience en tête où vous aviez un papa avec son avocat, une maman avec son avocat et l'enfant. Si moi, j'avais pas été là, il aurait été tout seul. Et c'était assez épouvantable, c'était en assistance éducative, et en fait, les deux parents s'invectivaient à l'audience. Qu'il y ait un avocat qui soit présent pour l'enfant, qui puisse dire, qui puisse prendre l'enfant, qui puisse à un moment donné décider éventuellement lui proposer de sortir et que lui sache qu'il a quelqu'un qui est là exclusivement et dédié pour lui, ça me semble absolument fondamental. Et aussi pour signifier aux autres adultes qu'il y a une personne qui est présente, adulte, aux côtés de cet enfant. Puis il y a quand même un paramètre qu'il ne faut pas oublier. En procédure d'assistance éducative, l'enfant, il est parti à la procédure, s'il a le discernement. Donc l'enfant est parti à la procédure, un enfant discernant est parti à la procédure. Donc pourquoi est-ce que ce serait la seule partie qui n'aurait pas le droit d'avoir un avocat? Est-ce que c'est normal? Non, ça ne l'est pas du tout. Donc c'est important quand même aussi d'avoir ce paramètre-là en tête. Ça, c'est sur l'enfant discernant. Et l'enfant non discernant, Arnaud en a parlé, et puis Elisabeth Audouard va vous en parler aussi. Cette question des discernements, on pense effectivement qu'il faut pouvoir l'évacuer parce que c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Parce que contrairement à ce qui a pu vous être indiqué, on peut faire des choses avec un enfant de 4 ou 5 ans. On peut être avocat. Ça m'est arrivé d'être avocat d'un enfant de 4 ou 5 ans. Et bien déjà de lui expliquer. Déjà de lui expliquer ce qui va se passer, déjà d'avoir une parole qui va être rassurante. C'est pas pour autant qu'on va être dénigrant à l'égard de qui que ce soit d'autre dans le cadre de cette procédure. On n'est pas là pour ça. L'assistance éducative, c'est dans l'intérêt de l'enfant et c'est l'accompagnement des parents. Et si on oublie ça quand on est avocat de l'enfant, on ne fait pas bien son travail. Et c'est bien pour ça qu'on forme les avocats des enfants. Et c'est bien pour ça qu'en général, tous les avocats des enfants qui interviennent désignés par le barreau avec ce gage de neutralité et d'indépendance qui est fondamental dans le cadre de ces contentieux, c'est bien pour ça que systématiquement, l'avocat, on rappelle à l'enfant qu'on est là pour lui et que le juge, il est là pour prendre une décision le concernant, mais que tout va se prendre et que tout le monde va être entendu, tout le monde va être écouté, et qu'ensuite le magistrat va essayer de trouver la meilleure solution dans son intérêt. Mais je crois que c'est important de rappeler quand même ce cadre juridique de ce que l'enfant est parti à la procédure. Ça, c'est un point qui me semble fondamental. Et c'est pas normal, franchement, c'est pas normal qu'un enfant, une partie, n'ait pas un droit automatique à un avocat et un droit systématique à un avocat. Ce n'est même pas conforme et adapté. Je termine juste en vous. Donc ça, c'est sur l'assistance éducative. Pour rebondir sur ce qui avait été indiqué sur la question des victimes, parce que encore une fois, ça fait partie, c'est des sujets qui sont aussi extrêmement importants. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place. Les dispositifs d'audition des mineurs victimes. Je rebondis sur la question du harcèlement scolaire aussi, parce que ça rentre dedans. Les dispositifs d'audition des mineurs victimes, vous savez, vous avez toutes les informations, bien évidemment, notamment les méthodes d'audition spécifiques des mineurs victimes, la méthode Mélanie, le protocole NICHD, ça a un nom pas possible, voilà, NICHD, qui sont des protocoles qui ont pour objectif de mettre en confiance le mineur, de l'entendre dans une salle qui est une salle dédiée, etc.
Ça, c'est parfait. Un petit bémol quand même sur les auditions des ados, pré-ados, ados, pour lesquels les auditions et les salles Mélanie avec le nounours ne sont pas forcément adaptées et on n'a pas forcément un espace totalement dédié pour ces enfants-là. Et ça me pose question parfois parce que ces enfants-là, il est aussi important. Ça reste des mineurs. Il y a une situation de vulnérabilité qui est importante, une situation de détresse. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, il y aurait peut-être à aussi travailler sur des modalités d'audition de ces enfants peut-être plus adaptées. Encore une fois, ça ne pose pas pour les 4, les 0, enfin les 4, 12 ans, il n'y a pas de difficulté, mais c'est plus pour plus tard, ceux qui sont un peu plus âgés. Ou parfois, on voit plusieurs auditions qui peuvent poser question. Et j'embraye sur la présence de l'avocat à l'audition de la mineure victime. Vous savez que le législateur a prévu un dispositif selon lequel ce sont les articles 10-2, 10-4 du Code de la justice, du Code de procédure pénale, qui prévoit qu'une victime peut être assistée par un avocat. Alors, dans le cadre des auditions, également bien évidemment dans le cadre des confrontations. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que si c'est prévu dans le dispositif législatif, puisque donc le Code de procédure pénale le prévoit de façon extrêmement claire, dans les faits, il n'y a pas de rémunération, de prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle de l'avocat qui pourrait assister une victime pour une plainte, et particulièrement une mineure victime. L'avocat n'est indemnisé au titre de la commission d'office que dans le cadre des confrontations et dans le cadre des présentations à suspect uniquement. Ce qui veut dire qu'une victime qui va être entendue pour déposer plainte, si elle a le droit, si on doit l'informer de ce qu'elle a la possibilité d'être accompagnée par un représentant légal, par une personne de son choix ou par un avocat, ce droit n'est pas systématiquement communiqué, mais au-delà de ça, si elle sollicite qu'il y ait un avocat, mais en fait, les barreaux ne peuvent pas organiser un système de permanence d'avocats qui pourrait être aux côtés de la mineure victime ou du mineur victime qui viendrait déposer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Donc ça pose une vraie difficulté sur laquelle nous souhaitions effectivement attirer votre attention. Ça nous semble important. Vous savez que les mineurs mis en cause, le dispositif législatif, et c'est tant mieux, prévoit qu'un mineur mis en cause soit systématiquement assisté d'un avocat. Il semblerait opportun qu'il en soit de même et que donc, dans la pratique, on puisse prévoir la possibilité d'une ligne budgétaire pour permettre que les avocats puissent, dans le cadre de permanence, assister les mineurs victimes qui sont entendues lorsqu'elles déposent plainte. Je vous donne un exemple tout simple et j'ai fini, désolée d'avoir été longue. Ça serait un intérêt parce que ce seraient des avocats formés. C'est un intérêt parce que parfois ça permettrait de clarifier. Une jeune fille qui va expliquer à une première audition, qui va expliquer des faits de nature sexuelle dont elle a été victime. Question du policier, alors je schématise, mais c'était vraiment ça dans le dossier. Question du policier, est-ce que vous avez subi un viol? Réponse non. Deuxième audition, la jeune fille va décrire un fait qui sera un fait qui a la définition juridique du viol. Et quand on va lui dire « mais pourquoi la première fois vous ne l'avez pas dit ?», elle va dire « mais ça, je ne savais pas que c'était un viol ». Voilà. L'air de rien, la présence de l'avocat, ça permettrait de clarifier un certain nombre de choses. Voilà, je suis désolée. Juste sur le harcèlement scolaire, favoriser la prévention. Festival du film judiciaire, c'est génial. Plus nous sommes dans les écoles, plus c'est pertinent. Merci. Alors, juste, mes collègues voulaient prendre... Je vais peut-être répondre juste à la question... Alors, très vite. Vous avez dit, est-ce qu'il y a un pays Voilà. Est-ce qu'il y a un pays qui offre un système d'accueil des enfants qui vous paraît pertinent? Je dirais le Canada et le Québec, qui ont développé des maisons où tous les professionnels sont présents. C'est-à-dire qu'on a les policiers, on a les médecins, on a les psychiatres, on a les psychologues, on a les avocats. Et on a tout ce qui est autour de l'enfance, travailleurs sociaux, etc. Donc quand un enfant est victime de violences excessivement graves, on n'est pas sur la défaillance des parents, on a tout le monde au même endroit. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à ça. Alors, sur les grandes villes, je pense que c'est possible. C'est beaucoup plus compliqué sur les petites communes, mais qu'au moins, on ait un endroit de regroupement où on a des professionnels qui sont spécialisés, c'est-à-dire vraiment que les policiers, parce qu'on n'en a pas parlé, mais alors, quelquefois,
la façon d'aborder le questionnement de la victime enfant, elle est terrible. Dans les questions, elle est terrible. Donc, s'il n'y a pas un avocat à côté, la question elle est encore plus violente quelquefois que ce que peut se remémorer l'enfant. Deuxième observation, moi, j'ai sur la formation, et je suis ça fait 30 ans que je me bats pour la formation, et j'ai, au barreau de Marseille, parce que j'avais la délégation pendant 10 ans, travaillé de concert avec le département pour qu'on ait des formations croisées. C'est-à-dire que tous les professionnels de l'enfance et les avocats étaient mélangés. Et on a, moi je suis arrivée à monter des formations pour avocats en formation continue sur la base du volontariat, puisqu'on a des groupes de défense, on a des groupes dédiés qui étaient à 60 heures. Donc, quand l'avocat y va à la formation, c'est pas pour ce qu'il est indemnisé pour la suite. Attention, hein, vous savez très bien que nous avons un problème d'indemnisation. C'est vraiment que c'est un engagement et qu'il essaye d'être de plus en plus performant. En réalité, qu'il arrive le mieux à travailler. C'est poser la question de mettre en place des groupes de parole de ces avocats, parce que quelquefois, les avocats sont quelquefois aussi en difficulté. C'est-à-dire que quand tu recueilles, tu sors, tu dis, bon, ça me renvoie à ce que je suis, où je le dépose. Donc, des supervisions d'avocats, c'est une question qui a été posée dans mon barreau, qui demande du financement ou de l'aide. Alors, moi, je fais du troc, parce que ça fait 30 ans que j'interviens un peu à droite et à gauche, donc je dis, tu me prêtes ça, je viens là, etc. Okay. Ça, c'était pour répondre à votre question. Rapidement, je voudrais que mes collègues puissent je ne fais pas la distinction. Il faut faire attention, l'assistance éducative, c'est une atteinte à l'autorité parentale. Hein. L'intervention du juge pour enfants, c'est une atteinte à l'autorité parentale, avec de l'assistance en milieu ouvert, au placement, mais ça reste une atteinte à l'autorité parentale parce que les parents sont défaillants dans leur façon d'exercer l'autorité parentale. Et je dirais, ne mettons pas sur le même niveau l'enfant parti et l'enfant qui a besoin d'un accès à une information et au droit. Donc moi, je suis un militant de l'avocat dès le début, parce que ce n'est pas quand il a déjà vu le juge, c'est-à-dire que la machine a été lancée, et il peut voir le juge et être placé immédiatement en ne comprenant pas du tout ce qui se passe. Pas du tout. Ce qui est d'une violence avec un placement en urgence excessive. S'il n'y a pas un tiers autre que les travailleurs sociaux, ils sont là au quotidien de l'enfant. Il faut que quelqu'un soit à l'extérieur et explique la décision du juge. Ça, c'est impératif. Et dès qu'on explique la décision, dès qu'on dit dans quel système on fait de l'accès au droit, on fait de l'information, on ne fait pas nécessairement de la défense. Je ne mets pas le même niveau. Mais l'accès au droit est indispensable. Nos enfants ont même à l'école primaire, je veux dire, le règlement, travailler sur le règlement de l'école, c'est du droit. C'est devenir citoyen. Je me permets de vous arrêter. Je suis désolée parce que j'avais quelques collègues qui voulaient réintervenir. Madame Lavalette. Merci beaucoup. Bon, j'ai changé 3 fois ma question parce que les débats sont tellement riches. Vous avez partiellement répondu de temps en temps. Et c'est vrai que moi, je m'interroge un peu. Vous parlez de l'intérêt de l'enfant. Je le sens. Hein, mais de temps en temps, même en tant que citoyen, avant d'être parlementaire, je trouve que cet intérêt, il paraît bafoué parfois par l'aide sociale à l'enfance. Je pense à plusieurs cas, notamment à Toulon, où je sais qu'il y a eu des viols à répétition dans des familles où les enfants étaient placés ou dans des foyers. Et malgré tout, ces enfants restent placés dans ces endroits-là. Donc la citoyenne que je suis, de temps en temps, s'interroge légitimement, je pense même, sur ce qui se passe dans le bureau des juges. Je pense à Elsa, qui est née d'une maman de 17 ans, qui ne veut pas l'avoir, elle n'a pas de père. Elle est placée à Toulon depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ses grands-parents la réclament et 2 ans que les services sociaux refusent aux grands-parents de la prendre. J'avoue que moi, je ne comprends pas. Alors, vous allez peut-être m'éclairer, mais ça me paraît étonnant. Donc, il y a ces négligences, il y a des violences graves, dans les viols, on ne va pas en parler, on en a déjà parlé, mais il y a aussi des négligences qui existent, je pense, telles que l'absence de soins. Je pense à un enfant avec Aix-en-Provence qui a perdu 60% de son audition à cause d'une prise en charge médicale tardive, d'otite à répétition. Et dans ma circonscription, j'ai saisi le procureur il n'y a pas très longtemps parce que des parents dont les enfants étaient placés me disaient que leurs enfants avaient des ecchymoses à chaque fois qu'ils les voyaient.
Donc c'est vrai que, voilà, de temps en temps, je m'interroge légitimement. Je me dis, mais est-ce que vous partagez notre frustration, même vous en tant qu'avocat, j'allais dire humainement, sur le retour qui nous est fait de ces cas où la solution j'allais dire, le Pékin moyen ne comprend pas ce qui se passe en fait quand on voit ça. Et je me demande, voilà, est-ce que vous pensez que la justice est suffisamment efficace pour faire face à ces violences? Est-ce qu'il faut que nous ayons tout espoir? Parce que je rejoins ce que vous disiez quand vous parlez de l'attachement de ces enfants placés, même à leur famille. Je pense que l'État a une obligation de résultat encore plus importante dans l'aide sociale à l'enfance. J'ai même un enfant battu, il aime encore son père et sa mère. Je veux dire, c'est évident. Donc, si on arrache un enfant de sa famille, il faut que ce que propose l'État, ce soit mieux. On ne peut pas l'arracher à une mère violente pour la mettre dans un foyer où il est violé, quoi. Donc, c'est vrai que, voilà, je me demande un peu votre frustration. J'aimerais bien humainement que vous m'en parliez et savoir si vous pensez que la justice est suffisamment efficiente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais porté une proposition de loi que mes collègues ici n'ont pas votée, mais je voulais que nous puissions aller dans les centres sociaux à l'enfance, justement, de façon un peu surprise, pour pouvoir voir de près ces dysfonctionnements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc moi, j'avais quelques questions qui me sont venues en vous écoutant. Tout d'abord, ce paragraphe de la loi dont on parle dit que les présidents de département peuvent solliciter un avocat. Or, je me suis rendu compte, notamment dans mon département, que cette information n'avait pas forcément circulé. Donc, je voulais savoir quel était ce que vous engagiez dans chaque département, peut-être pour que les présidents de département aient cette information, ainsi que les travailleurs sociaux, parce que souvent, ça remonte comme ça, et je pense que c'est une voie qu'on n'a peut-être pas encore discutée, c'est comment on informe ceux qui ont la possibilité, à l'heure actuelle déjà, de saisir les avocats. Après, moi, j'en reviens, j'entends ce que vous indiquez, qui se défend. Quand on se place du côté des parents, je trouve que ça se défend complètement, effectivement. Par contre, moi, je me pose la question. Dans ces procédures-là, pourquoi les parents auraient le droit à un avocat et pas les enfants? Et ça, je pense que c'est, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, une disproportion. C'est-à-dire que les parents peuvent venir avec un avocat et les enfants, c'est si on pense que l'enfant a besoin. Et c'est là où, effectivement, je pense que c'est aussi intéressant de vous entendre. Moi, je vous avais demandé de me parler de cette notion de discernement. Parce que cette notion de discernement, on la voit en procédure éducative. Par contre, au pénal, je veux dire, on va aller auditionner en salle Mélanie des enfants de 3-4 ans. Et là, il n'y a plus de notion de discernement. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on mette cette notion de discernement dans la partie procédure éducative, mais qu'on ne la mette pas dans la procédure pénale. Et qui plus est, on peut avoir des adultes aussi qui sont non discernants. Ça arrive. Or, eux, par contre, ont le droit à avoir une assistance éducative s'ils ont besoin dans leur démarche. Donc, c'est pour ça que ces deux notions de discernement, pour moi, m'interrogent vraiment. Et ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, c'est la notion lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. Mais ce que vient de dire Madame est tout à fait vrai. À quel moment on se base sur cet intérêt de l'enfant? Donc c'est pour ça que ces deux notions, je comprends que pour vous, vous pensez qu'elles sont importantes. Moi, m'interroge parce que je les trouve hyper floues, en fait, ces deux notions. Comment on juge l'intérêt de l'enfant, comment on juge son discernement. Et je pense que la faille, elle est là. Et quand il y a ce type de notion floue, je me dis qu'en systématisant la présence d'un avocat, bien, on couvre tous les champs. Donc voilà mes réflexions sur ce qui vient d'être dit. Mais je vous relaisse, bien entendu, la parole. Ah, Isabelle, tu voulais... Non, c'est tout bon. Si, tu veux intervenir? Oui, vas-y. Et après, on vous laisse la parole pour conclure. Pardon, juste 2 points sur l'assistance éducative et la présence de l'avocat. En fait, nous, on avait souhaité, on l'a porté depuis un certain temps, à chaque fois que des textes de loi nous ont permis de présenter les amendements. Nous sommes quelques-unes ici avec la présidente, dans des groupes politiques différents, à avoir demandé en tout cas dans l'amendement, c'était de demander, et on le portait, cette demande des avocats systématique. Ça n'a pas été retenu dans aucun des textes de loi sur lesquels on l'a déposé. Et on était assez nombreux à le faire. Mais c'est là qu'il y a eu la création dans la loi d'Adrien Taquet, ce refus, mais la création du ad hoc. Donc, sauf que on sait que c'est très, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Maître, c'est que en fait c'est très disparate, les gens sont peu formés, et que quelque part, comme le disait la présidente à l'instant, nous, notre souci, c'est que les enfants soient accompagnés de la meilleure manière.
vous l'évoquiez, et je suis ravie que la formation, ce soit tout récemment ce que vous nous avez indiqué, puisque c'est fin 2023. Mais in fine, on sait très bien que sur le terrain, ce n'est pas cette réalité-là. Et qu'à chaque fois, cette parole pour l'enfant, elle doit être bien accompagnée. Ensuite, je pense que pour finir, c'est très, très important parce qu'on va arriver sur un texte un peu nouveau qui va finir par normalement être adopté. Il est toujours dans le cadre de la navette parlementaire, mais il arrive en deuxième lecture au Sénat. Donc, il devrait arriver prochainement au bout du chemin, comme on dit. En tout cas, on le souhaite tous, avec le retrait de l'autorité parentale et de l'exercice. Texte que je porte, sur lequel j'avais eu la possibilité d'échanger avec vos services, puisque j'avais souhaité, quand on l'a déposé, avoir l'échange avec tout le monde, y compris les syndicats de la magistrature. Mais ce texte va quand même bouleverser et changer une manière de regarder cette question de l'autorité et de l'exercice de l'autorité parentale. Donc je voulais aussi avoir un peu vos avis, parce que comme vous disiez, de manière législative, quand ça change trop, vous avez besoin évidemment de vous mettre, et c'est normal, dans le cadre de ces formations. Pour autant, sur ce texte-là, la Première ministre comme le garde des Sceaux ont indiqué qu'il y aurait une circulaire, une fois qu'il sera adopté, très rapidement pour qu'il soit derrière mis en œuvre. Voilà. Donc ce serait un texte qui arriverait assez vite pour cette mise en œuvre pratique. Merci. Alors ce que je propose, comme on arrive à la fin de l'audition, c'est là, je vais vous chronométrer un peu plus, je vais vous laisser 4 minutes pour que vous puissiez répondre. Allez-y. Vous m'entendez ? Juste sur la suspension de l'autorité parentale, évidemment, on l'attendait tous, et en tout cas, nous, on en est très contents. Simplement, je pose encore la question, pourquoi on a entendu maintenant, alors qu'on a déjà réformé cette question, la suspension sur le cas des femmes victimes de violences. Donc, en fait, on fait des lois pour les femmes victimes de violences, et puis alors, 2 ans plus tard, maintenant, on va s'occuper des enfants, alors que c'est la même loi. Moi, ma question, c'est pourquoi on ne fait pas des lois générales pour tous ? En tout cas, sur cette question-là, c'est comme la Civis qui propose de créer une ordonnance de sûreté de l'enfant. Ça, c'est l'ordonnance de protection. Pourquoi on l'ouvre pas plus si c'est pas clair, justement, aux enfants victimes et pas uniquement aux enfants qui sont victimes des violences de leurs parents, du couple. Donc voilà, j'ai un peu de mal, en tant que praticienne, et d'ailleurs, on parle de formation, je reviens toujours là-dessus, mais comment on peut se former, c'est à chaque fois, tous les 2 ans. Donc là, on va réformer ce texte-là, et c'est très bien, mais il aurait pu être fait depuis le début, au moment où on a réformé la suspension en cas de crime contre un parent. Là, on aurait très bien pu rajouter ou contre l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste qu'en tant que praticien, c'est très difficile à suivre, et il y a une espèce d'angoisse qui naît en se disant est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle loi qui va arriver ? Est-ce que je vais bien défendre mon client ? Et ça, c'est une réalité du terrain, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été amené à faire ce guide, nous en tout cas de défense des victimes de violences intrafamiliales, c'est qu'on n'arrive pas à suivre. Et donc pour défendre son client, et même si on est formé, même si on a appris à écouter la parole de l'enfant, il y a des trucs pratiques, c'est on se lève le matin, quelle est la procédure, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en urgence, etc. Et si les lois ont été modifiées la semaine dernière, on ne sait pas où on en est. Voilà, c'est juste ce que je veux dire pour la suspension de l'autorité parentale. Oui. En fait, je pense, vous avez essayé de le rappeler, mais je pense qu'il y a un mélange des genres, une confusion du genre, pour paraphraser un auteur célèbre, entre l'AMO et finalement le placement. On n'est pas du tout dans une même démarche, dans une même logique. Il faut arriver à se détacher et cesser de raisonner uniquement à travers la notion de placement, parce que assez facilement on bascule dans l'anecdote du placement en considérant la présence de l'avocat et la systématisation de sa présence à travers la logique du placement, en oubliant que beaucoup des audiences devant le juge des enfants concernent des AMO, avec un exercice de l'autorité parentale qui est maintenu, qui n'est pas discuté, qui n'est pas remis en question. Et donc, cette systématisation est censée également s'appliquer à ces cas-là qui sont tout de même majoritaires, très présents, et pas uniquement sur la question des placements, où là, bien entendu, la présence de l'avocat auprès de l'enfant paraît logique et il n'y a pas lieu d'en débattre. La question que vous nous posez, c'est celle de la systématisation. Les mots ont un sens, on répond aux questions qui nous sont posées correctement par rapport aux mots employés. Vous demandez la systématisation, nous répondons à la question de la systématisation en apportant les nuances par rapport au schéma judiciaire existant qui ne concerne pas uniquement le placement de l'enfant, mais qui concerne également les AMO. Et je vais être très simple pour reprendre un autre exemple du cabinet, même si cela fait soupirer. Lorsque vous avez un enfant de 4 ans qui va dénoncer des faits de viol, vous avez la maman qui est désespérée et qui vient donc solliciter un avocat, notre cabinet en l'occurrence.
parce qu'on a plusieurs enfants dans ce genre de contexte. Et vous allez intervenir devant les instances judiciaires classiques, et puis tout d'un coup, vous avez le juge des enfants également qui est saisi par l'autre partie. Parce que l'autre partie, à savoir le père, va instrumentaliser le juge des enfants pour essayer de faire passer la mère pour folle, parce qu'elle ferait dire à son enfant des choses qu'il n'a jamais commises, et donc pour essayer de faire tiers entre l'enfant et la mère. Et donc, le juge des enfants étant instrumentalisé dans cette optique, vous êtes le père de la mère, et à travers la logique de systématisation, vous êtes l'avocat de la mère, et à travers cette logique de systématisation, que se passe-t-il? Vous avez un autre avocat qui arrive, qui vient défendre l'enfant, et donc vous avez deux avocats pour une même ligne de conduite, avec impossibilité de communiquer objectivement entre les deux, parce qu'ils ne sont pas censés se parler comme ils pourraient le faire, alors que dans le système actuel tel qu'il existe, vous avez un même avocat pour deux intérêts qui ne sont pas divergents, qui sont convergents, celui de la mère et de l'enfant, qui peuvent communiquer et donc qui peuvent s'exprimer comme ils le doivent à travers une même voix devant le juge des enfants. Et ça permet à l'enfant de ne pas avoir l'impression d'être en opposition avec sa mère. Et c'est ce que crée la systématisation. Merci beaucoup. Allez-y. Je constate qu'on veut évidemment empêcher l'enfant d'avoir son avocat. En critiquant le rôle de l'avocat, en disant à un moment donné qu'il serait inutile, et c'est un postulat totalement négatif que de dire qu'il susciterait par définition des oppositions. Tout peut arriver, bien évidemment, tout peut arriver. Mais de venir expliquer que l'avocat participerait à l'instrumentalisation du juge, c'est oublier et faire fi de un des fondamentaux de notre serment, l'indépendance. L'indépendance auquel nous sommes évidemment extrêmement attachés. Et je pense une fois encore que la présence d'un avocat aux côtés de l'enfant est rendue d'autant plus nécessaire que la loi du 7 février 2022 et le décret procédure assistance éducative a prévu que la décision du juge des enfants soit notifiée à l'enfant dans sa totalité. Souvenez-vous, il fut un temps, c'était le dispositif uniquement pour les enfants de plus de 16 ans. Maintenant, c'est s'il est discernant. Alors on en revient à la question du discernement. Et moi, je suis convaincu que le discernement, c'est une notion effectivement floue, c'est une notion qui est effectivement vague, qui sera interprétée à Brest d'une manière, à Marseille d'une autre, à Lille d'une troisième, et ainsi de suite. Alors que si l'on vient dire tout le monde a les mêmes droits, on s'affranchit de cette question du discernement. Et précisément l'avocat, avec les mots, en se mettant à la portée de la compréhension de l'enfant, il expliquera ce qui est arrivé. Il prendra le temps de le faire. Et une fois encore, on a chacun des exemples, mais moi j'en ai deux, 3, 4, 10 qui me viennent à l'esprit, mais il y en a un en particulier. D'une jeune femme aujourd'hui que j'ai accompagnée depuis sa plus tendre enfance. Et qui, lorsque je l'ai rencontrée sur la scène du théâtre Mogador, elle était danseuse étoile, me disait, parce que je l'avais reconnue, il y a deux personnes qui ont compté dans ma vie, mon assistante maternelle et mon avocat. C'est dire l'importance de la continuité de l'exercice de cet avocat qui, dans le parcours judiciaire, va être là de bout en bout. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. C'est qu'il y ait cette suite, cet accompagnement. Les juges des enfants, parfois, ils sont là quelques années, et puis après, ils partent. L'avocat, il reste théoriquement. Et je suis certain que l'on n'abandonne pas, et mes confrères qui sont ici autour de moi n'abandonneraient jamais, ou grand jamais, un enfant qui a besoin de lui. Alors, une fois encore, je note qu'il y a une petite évolution dans l'hypothèse d'un placement. Bon. Ça veut dire que s'il y a placement à ce moment-là, il y aurait avocat systématique, très bien, pourquoi pas. Mais en matière d'assistance éducative en milieu ouvert, il peut y avoir malgré tout la nécessité de la présence de l'avocat. Et une fois encore, je reparle de cet exemple de la notification de la décision. Dans la motivation du juge, il y a des éléments d'information qui sont particulièrement stressants, anxiogènes, et il faut pouvoir aussi les traduire. Qui va les traduire ?
Qui prendra le temps? Les parents pour lesquels il y a une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert? Voyons. Non, l'avocat, indépendamment, bien sûr, et qui prendra le temps nécessaire pour ce faire. Alors en tout cas, Madame la Présidente, moi ce que je veux vous annoncer, c'est que l'expérimentation que nous avons appelée de nos voeux est en train de se développer dans les différentes juridictions. Alors évidemment, il y a toujours des réticences, on a bien compris qu'il y en a partout. Bien. Elle ne venait pas initialement de ceux pour lesquels j'imaginais qu'elle pourrait venir. Mais bon, des juges des enfants, aujourd'hui, veulent tenter l'expérience. Je pense à Avignon, je pense à Nanterre, je pense à Bobigny, je pense à Lyon, je pense à Marseille, je pense à Rouen qui est en train de négocier, je pense à Tours. Et donc cette expérimentation, elle nous permettra de voir quels sont les bienfaits de cette mesure que nous appelons de nos voeux. Pourquoi, par définition, venir dire non, pas du tout, tout ça est inutile, et tout ça empêchera ceux qui y trouvent un intérêt de considérer que le rôle de l'avocat n'est pas celui de défendre uniquement les intérêts de l'enfant. Merci, Madame la Présidente. Beaucoup. Je vous laisse la parole. Alors brièvement, et pour répondre à même le parlementaire sur est-ce qu'on est frustré, moi de plus en plus. Il y a une dégradation évidente de la prise en charge des mineurs sur tous les départements. Moi je pensais que c'était que le mien et malheureusement c'est un constat qui est général. Une dégradation des situations, une dégradation de la prise en charge des mineurs dans le cadre de la protection. Donc ça, je vous rejoins. Je pense que vous avez entendu précédemment mes collègues travailleurs sociaux de l'ASE qui sont en grande difficulté, quel que soit le département. Ils sont en grande souffrance. Et nous, de l'autre côté, quelquefois, on leur tape un peu dessus, c'est vrai. Alors moi, c'est mes anciens collègues, donc c'est facile. Je leur dis, là, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc ça aide au dialogue. Ils sont en grande difficulté. Je pense qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de formation, il y a un manque d'argent. Il y a un manque de beaucoup de choses et ça s'est dégradé très vite sur les 10 dernières années. La prévention est essentielle. La prévention n'existe quasiment plus. Et moi, je fais partie, j'ai l'âge que j'ai connu une protection de l'enfance qui était, avec les caisses d'allocation familiale qui ont disparu du champ, très, très offensive dans tous les départements, dans tous les lieux, et y compris en région dite agricole et rurale. Donc, je vous dirais, pour moi, la frustration, elle est sur l'absence de moyens en prévention. Et on a de ce fait des situations et des enfants très abîmés, on va le dire, excessivement abîmés parce qu'ils n'ont pas été repérés, mais parce que aussi le tissu fait qu'on n'y arrive plus. Donc moi, ma réflexion, elle serait là. J'aimerais d'une baguette magique, ne serait-ce que revenir il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quels que soient les départements, on n'était pas dans la même situation. Et ce n'est pas la décentralisation, parce qu'en plus, moi, j'ai milité pour la décentralisation en disant c'est mieux, c'est au plus près, etc. Il y a quelque chose qui a fait d'une dégradation générale dans notre nation qui entraîne ça. Ça, c'est le premier point. On a des enfants qui, on a plus de 60% dans mon tribunal d'enfants qui, il y a une ouverture d'assistance éducative du fait des conflits familiaux. 60%. Ce qui veut dire que quand on vous dit il ne faut pas, ça va judiciariser, complexer. Non, excusez-moi, ils sont pris en otage complètement avec des conflits familiaux majeurs. On n'est pas arrivé à désamorcer les conflits familiaux du côté ce que moi j'appelle le JAF. Donc 60%, on a une réflexion à faire. Troisième champ, et un de vous l'a abordé, la question de deux systèmes, c'est la prostitution et le travail forcé. La prostitution, on a mis le chapeau dessus et on est en ce moment conscient, professionnel, qu'il y a des réseaux de prostitution, y compris à la tête des mineurs, soyons clairs. Et de l'autre côté, je le dis parce que j'ai une ancienne présidente du tribunal pour enfants de Marseille qui me disait « Maître, vous l'aviez dit il y a quelques années, ça se réalise, on a des enfants qui travaillent de façon forcée dans le cadre du trafic de stupéfiants. On n'a pas de réflexion non plus. Et ce sont des délinquants, mais en même temps, ils sont délinquants à protéger de façon majeure. Moi, je pense que mettons toutes nos énergies, et pas à nous battre les uns face aux autres, pour que la situation de nos enfants sur notre territoire
Et je pense aussi aux territoires d'outre-mer où ils sont en grande difficulté. Je fais un déplacement. Je me suis dit, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Je ne pensais pas à ce point. Je dis, mettons toutes nos énergies pour essayer d'améliorer. Mais d'améliorer, il y a urgence. Pour moi, il y a une vraie urgence sur la protection de l'enfance et faire en sorte que les décisions qui sont prises par les juges pour enfants ne soient pas plus destructrices que le maintien à domicile. Mais des choses, on se rend compte, on a fait une stat, hein, et ils sont quelquefois tiers pas compliqués à gérer. Non, un très très court mot, parce que Madame Lavalette a dit une chose qui était importante sur les violences institutionnelles. Vous évoquez les situations dans un certain nombre d'établissements qui reçoivent des enfants. Le bâtonnier a depuis peu la possibilité d'exercer des droits de visite dans les lieux de privation de liberté, notamment dans les centres éducatifs fermés. Je vais vous remettre dans un instant, Madame la Présidente, le courrier que j'ai adressé au garde des Sceaux à la suite de la visite par le bâtonnier de Poitiers d'un centre éducatif fermé. Si ce rapport n'avait pas été réalisé, eh bien, on n'aurait pas appris un certain nombre de choses. Et donc, je pense qu'il est aussi intéressant de se poser la question si les parlementaires ne peuvent pas aussi exercer un droit de visite d'un certain nombre de lieux. Ça fait partie aussi des idées que nous voudrions développer. Merci, je voulais faire juste cette petite... Merci beaucoup, merci à toutes et tous pour ces débats animés et francs, et je trouve intéressant d'avoir tous les avis. Ça permet aussi à chacun de se faire sa propre opinion. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à notre invitation. Je vais vous remettre, j'ai fait une proposition de résolution. Je n'avais pas fini, mais c'est pas... Bon, on peut couper. Que nous avons co-signé avec Marine Le Pen, je vais vous la donner. Bah non, c'est bon, c'était... Ouais, ça...